Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce petit déjeuner de la Mobile Marketing Association France et de l'IAB France. Vous avez dû voir ces derniers jours que les deux associations étaient désormais réunies au sein d'une même structure, Alliance Digitale. Et on va parler ce matin d'un sujet passionnant, le paiement mobile, comment le mobile fluidifie le parcours d'achat, avec un programme assez chargé ce matin, puisqu'on va avoir dans quelques instants quelques mots d'introduction de Johan Guillou sur le baromètre du baromètre, et la présentation aussi du baromètre du paiement mobile. Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On enchaînera avec une interview qui a été préenregistrée de Hélène Kériot, CEO de Lalalab, et qui nous présentera un petit peu les problématiques de ce grand nom européen du développement photo. Et puis j'aurai le plaisir d'animer une table ronde avec Aude Shapiro. Bonjour Aude. Bonjour à tous. Claire Chavanon. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Et Sarah Martins. Bonjour Sarah. Bonjour à tous également. Respectivement chez Life, Oscaro.com et chez Wister, qui nous parleront également de leurs problématiques autour du paiement mobile, aussi bien en point de vente, aussi bien pour les ventes online ou avec des alternatives autour du paiement sur facture opérateur. Et puis on terminera cette matinée par un dernier échange avec Johan sur les tendances du paiement mobile. Alors on va démarrer tout de suite avec un petit mot. Johan, bonjour. Rapporteur de la commission commerce mobile. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur cette commission ? Alors, la commission commerce est une commission qui organise des interactions entre les annonceurs, les commerçants, les acteurs bancaires, dont je fais partie, et les membres de l'association, et pour développer des solutions autour du mobile, du commerce mobile. En organisant des petits déjeuners comme ce matin sur des thèmes bien particuliers avec les acteurs du paiement. Et on publie aussi également des baromètres dont je vous parlerai après sur les tendances. Et là, on fait un baromètre du marketing mobile 2022 et je vous présenterai, qui a été présenté à la BNP au mois de juin, parce que BNP est membre premium à la MMA. Et nous allons vous présenter la partie qui concerne le paiement mobile et tout ce qui va autour. Et je vous ferai un petit topo à la fin sur les tendances actuelles. Très bien, alors on démarre tout de suite sur le baromètre ? On démarre sur le baromètre. Ok, donc je m'efface, place au baromètre du paiement mobile. Alors, voilà, comme je vous ai dit, on va vous faire cette présentation a été faite au mois de juin chez la BNP et elle est beaucoup plus complète. Mais là, on va se focaliser sur le paiement mobile et tout ce qui va un peu autour. Les partenaires de ce baromètre, alors, c'est les différents membres de la MMA. Nous avons Addict Mobile, AF2M, Comscore, Criteo, Data AI, ex-Apani, Médiamétrie, Numberly, Paylib, SRI et pour finir, Carte Bancaire, la société dans laquelle je travaille. Donc, ils nous ont aidés à consolider tous ces chiffres. On va commencer par quelques petits chiffres de CB sur le paiement sans contact. Et la part des paiements sans contact dans les paiements et la part des commerçants qui acceptent le sans contact. Donc, on voit bien que depuis quelques années, cela progresse rapidement. Donc, le chiffre clé, c'est donc 55% des transactions maintenant carte bancaire sont faites en sans contact. Et on atteint en 2021, fin 2021, un chiffre de 84% des commerçants qui acceptent les paiements sans contact. Donc, vous voyez, ça a augmenté vraiment assez régulièrement et depuis 2-3 ans, c'est vraiment une importante croissance sur le sans contact. Donc, ça, c'était les chiffres sans contact et dans les commerces. Pour la slide suivante, alors, tous les ans, avec Carte Bancaire et Kantar, on fait un petit sondage sur toutes les tendances de la carte. Et il y a une partie sur le paiement mobile. Et donc là, la question, c'est
parmi les utilisateurs de carte bancaire, quels sont les utilisateurs qui ont l'option de paiement mobile sur leur téléphone, donc qu'il soit NFC. Donc, on atteint un 46% qui détiennent l'option sans contact sur mobile. Et on voit bien que le détenteur pas modèle, on va dire, mais le plus répandu est un homme qui possède un iPhone PCS Plus et qui a moins de 50 ans. Donc, voilà, c'est le portrait robot du porteur qui a un sans contact sur son mobile. Sur la slide suivante, donc dans ces 46%, on décompose maintenant. Donc là, c'est l'utilisation du paiement sans contact. On en a 40% qui l'utilisent, 23% occasionnellement et 16% qui l'utilisent le plus régulièrement possible. Et donc, on a encore 61%, donc une bonne marge de progression pour ceux qui ne l'utilisent pas. On voit que pour les moins de 50 ans, l'utilisation régulière passe à 22%. La nouvelle génération étant un peu plus connectée. Après, c'est la suivante. Là, c'est un peu une reprise. Sur les 18% d'utilisateurs du paiement mobile, on redonne le profil type donc iPhone, PCS Plus, moins de 50 ans, et qui est un homme à 54%. La parité est presque assurée. Et un chiffre de 18% de consommateurs porteurs CB qui utilisent au moins une fois par mois le paiement mobile. La suite, c'est aussi toujours déclaratif, hein, c'est du sondage. Nous avons l'utilisation du paiement mobile qui se stabilise un peu en 2022. Il est bien monté entre 2020 et 2021 avec la crise du Covid. Et il est un peu redescendu en 2022, mais bon, comme je vous dis, c'est quand même des chiffres déclaratifs. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. On continue, donc là c'est pour la suivante, c'est encore du déclaratif et c'est sur la confiance que les Français ont dans le paiement mobile et on atteint un taux de confiance de 55% et à 79% pour les 18-24 ans, donc la nouvelle génération, le plus de confiance dans le paiement mobile et cette confiance grandit d'année en année. Comme vous voyez, elle était presque en dessous de 50%, elle est presque à 80% en 2022. Pour la slide suivante, alors c'est de la notoriété. Donc c'est la notoriété des marques de paiement mobile. Donc on voit que Trust dans les 4 premières places des sociétés étrangères, mais nous avons Paylibre, notre héros national de paiement mobile, qui se classe en 2e place. La première, donc, c'est Google Pay, la deuxième, Paylib, et après se trouvent Apple Pay et Samsung Pay, qui sont les 4 gros systèmes de paiement mobile en France. Et donc voilà, c'est une notoriété quand même assez importante pour toutes les marques. Google arrivant en premier pour étant une marque connue bien avant pour tout ce qu'il faisait. Oui, c'est bien de la notoriété, ouais, hein, c'est pas lié à l'usage. On parle de notoriété, je reparlerai après sur la fin sur les tendances et il n'y a pas de chiffres, hein, aucune compagnie ni Apple ne communique de chiffres sur les paiements, mais on a une petite idée quand même, donc je vous en parlerai un petit peu après sur mes slides après sur l'utilisation du paiement mobile. Donc voilà, ça c'était pour la notoriété. Et nous avons 2 dernières slides sur le paiement sur facture. Donc on voit qu'il y a une croissance régulière depuis 2018 sur les différents marchés de ce paiement sur facture.
Alors, Internet, peut-être, SMS. Oui, vas-y, je t'écoute. Yoann, on peut rappeler ce que c'est que le paiement sur facture. C'est évidemment une Oui. alternative au paiement par carte bancaire, et ce sont les opérateurs qui développent cet écosystème. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec Sarah Martins de Wister. Oui. C'est une autre. C'est le paiement mobile NFC et ça continue encore pour des use cases principalement sur le transport. Oui, tout à fait. Et la dernière slide. Alors, donc, juste, Oui. on redonne, parce qu'on est un petit peu en avance, on redonne du coup bien les chiffres du paiement sur facture. Donc, contrairement à une idée reçue, c'est pas un marché qui recule. Ça a pu être le cas dans le passé. Et depuis 2018, il est reparti en forte croissance. On est passé de 390 millions d'euros à 540 millions d'euros l'année dernière, avec notamment pas mal de gens qui ont recours à cette option pour le paiement sur les stores. On le voit, c'est la part maintenant la plus dynamique du marché. Tout à fait. Ouais, on est passé à 271 millions d'euros. Donc, c'est tout simplement des gens qui achètent des applications sur les stores, mais la facturation se fait sur la facture de leur opérateur cellulaire. Et on voit également le poids des activités historiques comme Internet et les box à 20 millions d'euros. Donc là, évidemment, c'est en recul par rapport au passé. Le SMS+, qui est encore assez dynamique. Et les nouveaux usages autour du SMS, tu évoquais les transports, c'est ça? On peut par exemple acheter un ticket de bus ou un ticket de métro avec du SMS. Avec du SMS, oui, tout à fait. Et donc, une bonne dynamique sur le paiement sur facture. Oui, on l'oublie, mais c'est encore une part assez importante de paiement sur le mobile, même si ça se passe sur un SMS et sur un autre canal. Ok, on passe au slide suivant. Donc là, c'est juste les différentes solutions et les nouveaux usages. Donc on voit aussi également que la part de ces solutions augmente. Elle a été multipliée par 2 sur l'année 2021. Et donc pareil, comme tu parlais de la part des stores, des achats sur les stores, représentant toujours environ la moitié du montant global dépensé par les utilisateurs. Et ça, donc, ça reste aussi donc, un vecteur assez important de... D'accord. Et notamment donc, la vente de tickets de transport par SMS, tu le dis, ça a doublé en l'espace d'1 an. Donc il y a une vraie dynamique autour du paiement dans les transports. Tout à fait, tout à fait. Je parlerai un petit peu aussi après du paiement, aussi en open paiement, mais c'est avec les cartes, j'en parlerai un petit peu après. D'accord. Slide suivant. Voilà, c'était pour vous dire que donc cette présentation, c'est un tout petit bout du baromètre, c'est juste la partie sur le paiement mobile. Donc pour retrouver le baromètre complet, vous avez un petit QR code et il sera mis en ligne sur le site de la Mobile Marketing Association, donc toutes les slides, avec une interface interactive et vous pourrez télécharger le PDF de l'intégralité du baromètre pour les membres, évidemment. Peut-être un petit point, on va aussi avoir, je crois, dans quelques jours, les chiffres de l'Observatoire des paiements. C'est, j'imagine, des chiffres que tu suis avec attention. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous, je vous parlerai un peu, je vous montre les chiffres qu'on a, mais la Banque de France donc, publie tous les ans un observatoire et donne des chiffres. Parce que moi, les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres de carte bancaire. Bon, ça représente presque, pour le paiement mobile, ça représente 50%, mais pour les transactions, je vous ai montré sur les transactions sur contact, ça représente quand même 4% du total des transactions. Donc on a quand même une bonne idée, mais voilà, la Banque de France publie cet observatoire avec l'ensemble des chiffres supplémentaires, ouais. Des supplémentaires avec les chiffres des ICS, enfin Visa, Mastercard cumulés. D'accord, donc on aura les chiffres dans quelques jours et on pourra notamment suivre le poids des transactions effectuées depuis un téléphone portable. C'est un poids, tu le disais, qui reste encore assez modeste. Oui, on le verra tout à l'heure. Alors, on verra si les chiffres de la Banque de France sont équivalents en autres par rapport aux évolutions qu'on a
qu'on a fait, et, enfin, par rapport aux propositions qu'on a fait, on verra s'ils sont un peu parallèles aux nôtres, mais ça devrait. D'accord. En tout cas, le paiement, ça reste un secteur très, très dynamique, avec beaucoup d'innovation, et c'est évidemment très important pour les commerçants. Merci, Yoann. On te retrouvera tout à l'heure aussi pour quelques mots de conclusion, et n'hésitez pas donc à télécharger le baromètre, hein. Je vous remontre la page avec le QR code. Ça vous permettra de récupérer donc les travaux de la commission commerce mobile, paiement mobile de la Mobile Marketing Association. Et puis n'hésitez pas non plus à rejoindre l'association si vous voulez participer à ces travaux, mettre en avant vos solutions ou découvrir les différentes solutions du marché. Merci Yoann. Donc on va enchaîner avec une interview qui a été faite d'Hélène Kerriot il y a quelques jours, CEO de Lalalab, et qui va nous parler donc de ces problématiques de paiement mobile et de commerce mobile. On se retrouve dans environ 7 minutes, je crois. À tout de suite. Hélène, bonjour, tu es directrice générale de Lalalab. Est-ce que tu peux, juste en introduction, nous rappeler quelques chiffres sur ce grand nom européen du développement photo? Bien sûr. Donc Lalalab, effectivement, une application d'impression photo qui permet tout simplement de créer son livre photo, ses tirages, etc., de les recevoir chez soi. Aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de clients, c'est 12 millions de téléchargements. C'est une présence dans toute l'Europe et même au-delà. Une application qui nécessite évidemment de payer. Est-ce que le paiement dans le parcours des consommateurs, ça reste aujourd'hui un irritant, un pain point, comme disent les Américains? Potentiellement oui, évidemment on ne le souhaite pas, mais c'est surtout un point en fait vraiment critique. S'il y a friction, ça peut être une friction un peu définitive. Alors après, pour un business comme celui de Lalalab, on a un client qui est déjà quand même assez engagé dans le flow quand il arrive à payer. Il a déjà créé son produit, son livre, etc. Donc il est quand même vraiment très motivé pour terminer son paiement. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits malgré tout par tous les marchands pour justement faciliter cette partie du flow, que ce soit avec les infos préenregistrées, les scans de carte bleue, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'un des grands changements justement qu'il y a pu avoir sont les nouveaux moyens de paiement digitaux et mobiles qui facilitent encore plus ce flow et le rendent encore plus rapide. Juste avant de parler de ces nouveaux moyens de paiement, est-ce que l'arrivée du mobile, elle a encore accentué la complexité de payer pour les mobinautes utilisant Lalalab? Alors, je dirais qu'au final, le bilan est plutôt positif, mais il y a eu effectivement des moments un petit peu compliqués quand différents moyens justement se sont mis en place, quand les mesures aussi de sécurité se sont renforcées, où clairement ce qui était demandé en termes de sécurité n'était pas forcément encore prêt en termes techniques, que ce soit côté banque ou côté parfois marchand. Donc ça a été compliqué, mais aujourd'hui, ça a beaucoup mieux. Aujourd'hui, comment se vendent-ils les paiements des clients Lalalab? Est-ce que la carte bancaire, par exemple, est toujours majoritaire, et que pèsent les nouveaux canaux? Oui, pour le coup, on reste majoritaire sur la carte bancaire. Après, c'est vrai qu'on a une part très forte, par exemple, de paiement qui se fait via PayPal. C'est environ un tiers de nos transactions aujourd'hui. Et si on veut parler de moyens encore plus axés mobile, sur iOS, c'est environ 20% des paiements qui se font via Apple Pay. Donc, ce sont quand même des parts importantes. À noter que ça va aussi beaucoup différer selon les pays. Chaque pays va avoir un petit peu ses préférences en termes de moyens de paiement. Par exemple, PayPal va être le pays dans lequel il va être le plus utilisé pour nous. C'est en Allemagne, bien plus qu'en France, par exemple. Est-ce que le durcissement des règles d'authentification forte avec la 3DS V2 pousse certains mobinautes justement à abandonner ce mode de paiement? Alors, on a eu pas mal de soucis effectivement au moment où tout ça a été mis en place, avec des obligations légales d'un côté et des banques pas forcément prêtes de l'autre. Donc beaucoup de flou, beaucoup de confusion, effectivement une augmentation des taux de refus aussi de paiement. Donc ça a un vrai impact pour le coup sur le chiffre d'affaires. Au final, qui reste quand même difficile à chiffrer parce que les gens réessayent malgré tout. Aujourd'hui, ça va mieux, ça apporte quand même plus de sécurité, moins de fraude. Et ce qui est quand même venu avec le 3DS2, donc la deuxième partie du protocole 3DS, c'est quand même justement une amélioration du paiement via mobile, avec un meilleur parcours que ce qu'il n'était dans le premier protocole. On évoquait PayPal, on évoquait Apple Pay. Qu'est-ce qu'ils apprécient les clients Lalalab avec ces solutions? C'est la fluidité, la vitesse, la simplicité dans le parcours client? Voilà, c'est tout ça.
En gros, au lieu de on est dans son canapé et je dois aller chercher ma carte bleue qui est dans mon sac à main à l'autre bout du salon et rentrer les chiffres, etc. Là, il leur suffit de se loguer sur leur compte, Apple Pay, PayPal ou autre. Donc c'est très simple. Ça, voilà, ils oublient presque d'ailleurs que c'est, j'imagine, un moyen de paiement. Donc ça, il faut être vigilant pour eux. Mais c'est effectivement très rapide et c'est simplement ça qu'ils préfèrent. Et ces solutions de paiement des GAFA ou des grands noms du numérique, on pourrait aussi appeler ça un peu des wallets, elles ont aussi un coût, un surcoût pour le marchand. C'est quelque chose qui est absorbé lorsqu'on améliore les taux de conversion? En tout cas, chez la Lab, on considère que oui. Essentiellement parce que plus de 90% de notre business se fait sur mobile et particulièrement dans notre application. On considère indispensable pour nous d'être justement à la pointe de l'expérience qu'on peut proposer à nos clients et de la facilité de l'expérience. Donc c'est un coût qu'on a envie effectivement de supporter, qu'on pense être positif en termes de retour sur investissement. Il y a pas mal d'innovations en ce moment, notamment le paiement fractionné. C'est une bonne chose? Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est très intéressant. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Dans ce contexte quand même qui commence, économiquement, qui est un petit peu compliqué, c'est aussi intéressant pour les utilisateurs qui peuvent comme ça justement étaler leur paiement, que ce soit du paiement fractionné ou même du paiement un petit peu plus tardif. Donc oui, il y a beaucoup de boîtes aussi qui se sont montées spécialisées là-dedans. Donc pour le coup, oui, nous, on considère que c'est une très bonne avancée pour les clients. Alors, c'est une bonne chose pour les consommateurs, c'est une forme de crédit gratuit. Mais est-ce que dans cette période un peu d'inflation, de retour de l'inflation, ça ne fait pas peser aussi un risque pour les marchands qui le proposent? Alors en réalité, pour les marchands, le risque peut être limité. On peut justement choisir un organisme de paiement qui va, alors certes, rendre le coût de chaque transaction va être plus élevé, mais ça va venir aussi avec une garantie justement sur le paiement de cette transaction. Après, les avantages pour les marchands aussi sont réels également. Ce sont des mécanismes qui généralement permettent de voir une augmentation aussi du panier moyen, tout simplement parce que justement la personne pourra investir un petit peu plus, elle sait qu'elle paiera plus tard ou en plusieurs fois, donc elle va pouvoir aussi généralement se permettre d'acheter pour un petit peu plus, donc c'est gagnant-gagnant. Une dernière question peut-être un petit peu plus ouverte. Quelles seraient les innovations à attendre, souhaitables dans le secteur du paiement mobile dans les prochaines années du point de vue de la Lab? Nous, c'est vrai qu'une de nos complexités, c'est qu'on est présent dans tous les pays européens. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, chaque pays a vraiment sa spécificité, son moyen un petit peu de paiement préféré. Les Allemands ne vont pas payer comme les Italiens. Donc c'est vrai que pour des marchands comme la Lab, l'idéal, c'est d'avoir des moyens de paiement qui se retrouvent justement internationalement, qui soient cross-frontières. Donc je dirais, si on peut aller vers encore plus d'internationalisation, tout en continuant à améliorer justement le flow client, comme ce qui est quand même pas mal le cas. Ça nous intéresse. Après, c'est vrai que l'enjeu dans tout ça, c'est d'avoir malgré tout des transactions sécurisées, sécurisées pour l'acheteur, mais pour nous également. Et ça, généralement, plus de sécurité demande effectivement soit un flow plus compliqué, soit davantage de transactions, d'échanges de données pour s'assurer de l'identité du payeur et de l'acheteur. Donc, ça va être le gros enjeu, comment avoir plus d'échanges de données tout en garantissant et leur anonymat et la sécurité. Très bien, merci beaucoup Hélène pour ce témoignage. Merci. On revient au live avec Johan. Johan, un rebond peut-être sur ce que nous a dit Hélène Kériot de la Lab, c'était passionnant. Oui, tout à fait. Oui, on observe ces tendances aussi chez nous. Oui, c'est une bonne expérience là-dessus. D'accord. Bon, on va enchaîner avec notre table ronde. Donc, je vais inviter nos amis, donc Aude, Sarah et Claire à me rejoindre. Bonjour à toutes les trois. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. On t'entend bien. Eh ben, c'est formidable. Donc, on est là pour une table ronde. Comment le mobile fluidifie le parcours d'achat. On va peut-être rapidement se présenter. On commence peut-être par Aude. Donc, tu travailles chez LifePay. Est-ce que tu peux
présenter, j'ai entendu une perceuse. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, en quelques chiffres, en quelques dates, hein, ce grand nom français du paiement? Alors, je suis désolée, la perceuse est chez moi, malheureusement, donc j'essaierai D'accord. de rythmer avec les éléments. Donc, bonjour à tous, Ocha Piro, moi je suis directrice marketing chez Life. Donc, Life, en fait, est une solution de paiement mobile créée il y a plus de 5 ans aujourd'hui maintenant. Donc, nous offrons des solutions de paiement Bon anniversaire. simples, sécurisées. Ah bah voilà, simples, sécurisées et surtout avant-gardistes à plus de 2,5 millions d'utilisateurs. Et côté merchant, en fait, le point très important, c'est que nous leur permettons de tirer parti du numérique pour améliorer l'expérience client, l'expérience en magasin, en leur permettant d'améliorer, de fluidifier le parcours d'achat, donc dont on va détailler un peu tout ça plus tard, et Dans un instant, également ouais. surtout de faciliter la collecte de données anonymisées pour leur permettre de personnaliser la relation client. D'accord, donc des cas vraiment concrets dans les grandes surfaces et dans les restaurants notamment. On en reparlera dans un instant. En dessous de Aude, sur mon écran, c'est Claire Exactement. Chavanon. Bonjour Claire. Bonjour à tous, donc Claire Chavanon, je suis directrice chez Oscaro.com, directrice du paiement et de la fraude. Donc, Oscaro.com, on peut peut-être le présenter effectivement en quelques oui, chiffres également. Oscaro.com créé en 2001, donc ça fait un peu plus de 20 ans désormais, c'est un pur player de la vente en ligne. Bon anniversaire aussi du coup. Hein. Ouais, merci. De la vente de pièces détachées automobiles neuves et d'origine. Ah ça c'est un sujet important avant de partir en vacances, hein. Faut bien vérifier que tout fonctionne on bien. est en plein dedans là, on est dans les bons mois pour Oscaro. En quelques chiffres, Oscaro, c'est 8 millions de clients depuis sa création, on travaille sur 5 pays, c'est 5 millions de visiteurs uniques par mois, 1 million de pièces environ sur notre catalogue, et puis donc nous sommes sur un marché de réparation, de besoins d'entretien, avec en moyenne sur nos particuliers un achat annuel. Et un site, Oscaro.com, qui a basculé aussi sur le mobile. Hein. Je crois que la majorité de votre audience aujourd'hui se fait dans cet environnement. Hein. Oui, tout à fait. On a sur l'application mobile et sur le mobile web, on a à peu près 70% de notre trafic, effectivement. Et avec une application récemment lancée qui a déjà capté une part significative aussi de cette audience, je crois. Oui. On donne le chiffre. Oui. 10 à 15%. Ce qui est exceptionnel, parce que finalement, elle a quoi, à peine un an? Elle a à peine 8 mois. Oui, ça a été lancé sur S2 2021. Non, c'est super. En moins d'un an, déjà 10 à 15%, et j'imagine les meilleurs clients qui ont basculé sur cette application. Entre autres, oui, mais même des particuliers. Oui. Suivant les usages. D'accord, et donc évidemment avec Oscaro, on évoquera plutôt les problématiques du paiement en ligne. Et notre troisième intervenante, Sarah Martins. Bonjour Sarah. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Directrice marketing de Wister. Est-ce que tu peux nous présenter aussi un petit peu la story de cette entreprise qui est peut-être un peu moins connue que les deux autres? Un tout petit peu moins, mais si peu. En fait, Wister, c'est une société qui a aussi une vingtaine d'années, 2003. Bon anniversaire du coup à tout le monde. On fera un gâteau à la fin. Merci beaucoup. Wister, c'est une société qui était un éditeur de contenu sur les portails opérateurs il y a une vingtaine d'années. Donc en fait à l'époque les personnes qui avaient un téléphone, je ne vais pas parler de smartphone, il n'y en avait pas, mais qui avaient un téléphone et qui souhaitaient aller consulter du contenu, de météo, de jeux, récupérer des logos, des choses comme ça, allaient sur les portails opérateurs et récupérer ce contenu. Et Wister était caché derrière ce contenu justement, donc était déjà en contrat avec les opérateurs par rapport à ça. Et puis quand les smartphones et les Google sont apparus, les moteurs de recherche plus généralement, les clients finaux allaient chercher directement leur contenu sur des sites. Et c'est là qu'on a commencé à changer d'activité. On a été directement voir les publishers, les gens qui avaient des sites, avec des espaces avec des pubs, tout simplement, pour aller leur proposer de monétiser leur trafic mobile, puisqu'on était déjà main dans la main avec les opérateurs de par notre activité historique. Donc, ça s'est un petit peu transformé. Maintenant, on parle directement aux publishers et on fait de la pub sur les sites de ces publishers en permettant, en effet, d'acheter de la marque des advertisers. Attention, c'est pas la même chose, via la facturation sur facture opérateur, du coup. D'accord, donc vous faites un petit peu le pont entre le monde publicitaire et ces problématiques de paiement sur facture opérateur, avec une activité qui s'est bien développée, donc j'imagine, ces dernières années. Très bien, on a vu quelques chiffres tout à l'heure, ça s'est pas mal développé en effet, et c'est toujours en croissance sur la plupart des filières, donc oui, on va revenir là-dessus, mais c'est toujours en développement, et c'est même plus sécurisé qu'avant, c'est très bien.
Alors très bien. Alors on est réunis ce matin pour se focaliser sur les problématiques de paiement mobile avec une question. Est-ce que le paiement mobile est toujours est-ce que le paiement, même d'ailleurs au sens large, est toujours un irritant? Aude, c'est un petit peu la story de Life, hein, justement, cette Exactement. analyse. Et Life tente d'être la réponse à ce questionnement. Alors nous, on considère chez Life que le paiement mobile est tout sauf un irritant. C'est vraiment bien au contraire, c'est la simplification et la fluidification du parcours d'achat qui fait, grâce au paiement mobile, qui vraiment lève des irritants en point de vente. Parce que Donc, le paiement traditionnel restait un irritant, c'est ça? exactement. En fait, je pense qu'on a tous l'image de lorsqu'on passe en caisse, on arrive avec nos coupons, nos cartes de fidélité quand on les a et qu'on les a pas oubliés chez soi, etc. Et donc on sort tout, qu'il y a une queue de 15 personnes derrière qui attendent qu'on passe nos éléments lors de notre passage en caisse. Donc c'est vraiment, en fait, nous, le constat est venu de cette demande qu'avait le consommateur de pouvoir simplifier au maximum son passage en caisse. Donc on veut tout de suite maintenant, ne plus avoir à attendre. Et surtout, on cherche une expérience entièrement personnalisée. Donc on souhaite que quand on passe en caisse, on soit immédiatement reconnu, qu'on puisse bénéficier de nos offres, de nos avantages fidélité, même si on a oublié notre carte de fidélité à la maison. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui aux enseignes, c'est vraiment d'améliorer l'expérience client en simplifiant et en fluidifiant le passage en caisse et leur permettre de collecter de la donnée anonymisée pour personnaliser leur relation client. Alors, on va revenir dans un instant sur les solutions concrètes proposées pour les clients avec Life. Mais donc, vous, votre analyse de début, c'est que ça restait quand même un irritant. Vous aviez des chiffres un peu marchés, les consommateurs, ils exprimaient cette frustration jusqu'à présent? Vous avez Alors, observé on a surtout des chiffres où on a un peu observé, entre guillemets, les avantages, en fait, liés à la simplification du parcours client. Donc, si on pense, par exemple, à des parcours comme de la restauration, on a plus de 50% des utilisateurs, donc dans un sondage qu'on a réalisé avec OpinionWay, qui se disent prêts à utiliser leur mobile pour payer en point de vente, pour payer accélérer. en restaurant. Voilà. Parce que par exemple, les irritants en caisse, par exemple, vous l'avez évoqué, c'est le temps d'attente, j'imagine, et puis la pression des autres personnes qui ne nous poussent pas peut-être à sortir toutes ces cartes. Dans un restaurant, ça serait aussi un peu le temps d'attente au moment de payer l'addition, ou la complexité de l'addition, ça serait ce genre de choses? Alors, il y a les deux. Il y a déjà le temps d'attente où je pense qu'on a tous en tête le fait de vouloir partir à 13h45 parce qu'on a une réunion à 14h et qu'on attend le serveur qui ça sent le vécu, passe de table en table, mais je pense que tout le monde l'a vécu ce moment-là. Donc on se lève, on va voir le serveur, mais du coup il a tout le monde qui arrive en même temps. C'est le moment fatidique et absolument pas agréable ni pour le serveur ni pour nous. Et également lorsque c'est une table compliquée, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent partager l'addition avec les titres restaurants. Certains veulent payer le dessert, d'autres veulent payer la bouteille. Là, on pense au sketch de Muriel Robin, là, tout de suite. Voilà, donc on sort tout de suite le cas pratique. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de proposer des parcours qui simplifient ces moments et qui font en sorte que le paiement en soi, enfin le moment de paiement, soit vraiment simplifié, à la fois pour le consommateur et puis pour les enseignes. Donc, un peu de teasing et on va reparler des solutions dans un instant. On poursuit notre tour de table sur les irritants avec Claire. Claire Chavanon, vous nous disiez aujourd'hui la très grosse majorité de l'audience d'Oscaro.com se fait sur le mobile. Mais si je dis pas de bêtises, la majorité des transactions se fait encore sur ordinateur. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce gap entre les conversions et les audiences peut s'expliquer peut-être parce que le paiement mobile, en tout cas le paiement depuis son smartphone, reste en matière de commerce électronique encore une étape un petit peu compliquée? Alors, le mobile en soi, pour des raisons exogènes, est toujours un peu plus compliqué. Mais il faut savoir que nous, comme on est un pure player et on fait de la vente en ligne, nos clients sont quand même habitués à ce type de paiement, que ce soit en desktop ou mobile. Alors, il est vrai que la distraction, le fait de ne pas capter, ça, c'est toutes les causes exogènes. Et je vais rejoindre aussi... de ne pas capter le réseau, c'est ça, d'être dans des zones blanches. On est quand même, nous, nos clients cibles, c'est quand même des automobilistes. Bah oui, s'ils sont plus perdus au milieu de la Bourgogne et qu'il n'y a plus de réseau, ça ne marche pas. Et ça se ressent des fois quand ils appellent après notre call center. Mais je vais rejoindre ce que disait Hélène. Un des derniers irritants qu'on a tous vécu côté e-marchand, bien entendu, c'est le 3DSV2 avec la DSP2, où pour le coup, toutes les parties prenantes ont fait des efforts en termes techniques et d'accompagnement. Et c'est ça qui a permis petit à petit, en termes de pédagogie, d'aider
nos clients parce que c'était le plus dur aussi à switcher. Deux cibles que tout le monde ne connaît peut-être pas, la 3DS, donc c'était le système de sécurisation des paiements qui reposait majoritairement sur l'envoi d'un SMS, hein, c'est ça, de validation du paiement, et qui a été considéré comme non conforme à la directive pour la sécurité des paiements, c'est ça, la DSP2? Oui, tout à fait. Et donc, qui a été renforcé, hein, c'est ça, ces dernières années. Et donc, il y a désormais, depuis l'année dernière, une 3DS en version 2 qui a encore renforcé la sécurisation des paiements. C'est bien ça? C'est bien ça. Et donc, les clients sont généralement amenés, suivant, en plus, ça change en fonction de chaque banque, de switcher, de mettre un code personnel et de se connecter à leur banque sur l'appli bancaire, par exemple. Donc, ça, évidemment, ça fait un irritant au démarrage. Et quand il faut payer par carte bancaire, donc saisir tous les numéros de sa carte bancaire, saisir la date de validité, saisir le code de sécurité de sa banque, et puis ensuite saisir le code du SMS qu'on a enfin reçu, ça fait combien de chiffres à saisir? Ça fait une dizaine de chiffres, c'est bien. Des dizaines de chiffres, et du coup, on perd certains des clients, c'est ça, dans la manœuvre? Au lancement, oui, quand il y a eu la mise en place de la DSP2, oui, de ce 3DSV2, oui, le taux de conversion. Alors après, c'est ce que disait Hélène aussi, on rattrapait, les clients retestaient le lendemain ou ensuite, et c'est dur à matérialiser ou à comptabiliser ou à chiffrer tout ça. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est largement amélioré, et tant mieux. Voilà. Ça s'est amélioré, mais il y a eu quand même quelques petits bugs techniques. Il y a eu aussi, je crois, l'utilisation des applications bancaires, hein, comme alternative au SMS, qui a pu aussi être au début. Il a fallu un petit peu essuyer les plâtres, hein, c'est ça, notamment. Les parties prenantes s'entraident et communiquent. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais nous, particulièrement, on a pas mal communiqué, comme d'autres e-marchands, directement aussi sur le mobile, sur l'appli. Voilà. Alors, on va voir effectivement comment redresser un petit peu ces chiffres. Sarah, on évoquait tous les chiffres à saisir lorsque l'on veut payer par carte bancaire. Ça peut effrayer certains consommateurs, et du coup, l'alternative qui est parfois proposée, c'est justement le paiement sur facture opérateur. C'est un petit peu l'analyse de Wister depuis le début, hein. Oui, c'est tout l'intérêt, en effet. C'est tout à fait le point. On est sur une alternative parce que quand on est sur un mobile, par définition, on est souvent en mobilité, donc on est dans les transports. Moi, je vois énormément de gens qui sont sur leur téléphone dans la rue. Et c'est difficile. Même sur les trottinettes maintenant, par exemple, on voit des gars qui sont sur leur smartphone, ce qui n'est pas très prudent. Je à faire, mais pas sur les trottinettes. Et donc, du coup, on est un peu dans nos pensées, on est sur ce téléphone, et c'est pas forcément évident de sortir une carte bleue, de rentrer tous les chiffres, de donner son nom, prénom. Il y a une histoire aussi d'anonymat, de profil par rapport à ce qu'on achète. On n'a pas toujours envie de donner son identité. Évidemment, tous les chiffres dont on a parlé. Le paiement sur facture opérateur, c'est un peu l'antithèse de ça. Ça se fait en quelques clics, donc la personne peut valider son achat tout simplement en suivant un parcours utilisateur très simplifié avec quelques clics depuis une publicité. Donc forcément, on a touché à ça. Il y a des problématiques autour du nichage du trafic 3G parce qu'on l'a dit, il faut pouvoir capter, il faut pouvoir reconnaître la personne et donc il faut pouvoir aussi nicher sur un trafic un petit peu particulier qui enlève tout le trafic Wi-Fi, des choses comme ça. Mais hormis ça, c'est vrai que c'est l'alternative vraiment intéressante par rapport à la carte bleue, c'est évident. Les taux de conversion en commerce électronique sur mobile sont un point largement en dessous des taux de conversion observés sur desktop. Les taux de conversion avec le paiement sur facture opérateur par rapport à la carte bancaire, ils sont largement au-dessus? Oui, on a tendance à dire... De quel ordre de grandeur? x10 à peu près. x10? Oui, c'est ce qu'on dit, en effet. C'est vraiment très, très facile. Hein. Vraiment, je parle de 3-4 clics maximum. On est dans un parcours où on est dans l'intuition, on est poussé finalement à être intéressé par le produit, éventuellement à cliquer parce que ça va nous permettre d'aller voir la suite. Donc, vraiment, c'est très, très simplifié. C'est vraiment très simplifié. C'est intuitif pour le client final. Donc, x10, ça ne me paraît pas si dément que ça. Mais ça fait longtemps. C'est très facile, c'est presque trop facile, on va en reparler un instant parce que ça fait partie aussi des aspects à surveiller avec cette technologie. Aude, alors on va rentrer dans le concret, on a évoqué les irritants à la fois dans les supermarchés, à la fois dans les restaurants. C'est quoi les solutions qu'a imaginé Live pour justement gommer ces irritants et améliorer les performances chez ce type de marchands?
Alors, on a plusieurs types de solutions. Si on regarde sur le secteur de la grande distribution et en particulier grande surface alimentaire, on a tout d'abord des solutions qui permettent de simplifier le passage en caisse traditionnel. Donc là où avant, ce qu'on expliquait tout à l'heure, vous arriviez avec des coupons, vos cartes de fidélité et ensuite vous présentiez votre moyen de paiement à l'hôte de caisse. Aujourd'hui, juste en présentant le paiement, le QR code de l'application LivePay, dans lequel en fait vous aurez précédemment déjà mis votre moyen de paiement, que ce soit votre carte bancaire, vos cartes titres restaurant ou votre carte de fidélité de l'enseigne. En un seul geste, en fait, on va procéder au paiement, mais également on va appliquer les offres, les programmes de votre cagnotte fidélité. On va dématérialiser le ticket de caisse, le tout dans l'application mobile. Donc un smart paiement, on fait plusieurs gestes en un seul, c'est ça? Enfin, plusieurs actions en un seul geste. C'est vraiment ce qui est proposé dans des enseignes comme Casino, comme Monoprix, comme Franprix. C'est vraiment de simplifier le passage en caisse traditionnel. Après, on propose alors, je suis désolée, le marteau-piqueur revient. On va même jusqu'à, dans certains cas, supprimer complètement le passage en caisse. Donc, on offre de l'autonomie complète aux consommateurs. C'est ce qu'on appelle le self-scanning, c'est ça, avec le les clients qui utilisent leur exactement. smartphone pour directement scanner les prix depuis leur... C'est exactement ça. Donc, le client rentre, par exemple, à la grande épicerie ou au Carrefour City. Il lance son application, il va lui-même aller scanner les codes barres de ses articles, donc le code barre d'une bouteille d'eau, d'un paquet de gâteaux ou de n'importe ou d'un sandwich par exemple. C'est un usage adapté par exemple pour la pause déjeuner où on a 3-4 produits à acheter, ça va très vite. Exactement. C'est surtout des usages où on souhaite vraiment un gain de temps parce qu'on a 5 minutes pour aller acheter, faire 3 courses. Et du coup, on scanne en autonomie le code barre. Lorsqu'on constitue son panier, lorsqu'on a constitué son panier, on valide le paiement avec le moyen de paiement, donc la carte bancaire ou même la carte titre restaurant qu'on aura mis dans son application LivePay. On paye, donc sans passer dans les caisses traditionnelles, et on présente son reçu de paiement au vigile qui vérifie du coup la transaction par rapport au produit. C'est toujours un moment de tension, ça. Hein. Faut pas que ça. Alors c'est vu peut-être comme je pense que la première utilisation, il y a peut-être une appréhension parce qu'on se dit en tant que consommateur, est-ce que je vais pas être du coup repris quoi? Nous, on a un vrai accompagnement des vigiles pour qu'ils soient formés, accompagnés pour juste regarder la cohérence entre le ticket la cohérence, exactement, et qu'ils puissent simplifier au maximum les entrées et sorties d'un magasin. Alors, ça, c'est l'expérience self-scanning dans les supermarchés. Il y a aussi des travaux autour de la restauration, hein, vous êtes très actifs dans la restauration. Exactement, c'est un vrai secteur qui est en plein bouleversement, donc qui souhaite, avec toute la restructuration qu'il y a eu après la période du Covid, où en fait il fallait réussir à faire revenir les consommateurs dans les établissements. Donc, il y avait beaucoup d'usages sur de la livraison, du click and collect. Mais suite à la réouverture du coup des établissements, il fallait pouvoir faire revenir les consommateurs dans les établissements. Et donc, on a proposé des parcours pareils d'autonomie pour le consommateur pour qu'il puisse régler son addition. Donc, avec le positionnement de QR code sur les tables ou sur l'addition. Le client va aller scanner son QR code, il récupère l'addition sur son mobile, il sélectionne les consommations qu'il souhaite payer. Donc, il peut décider de payer toute l'addition, il peut décider de payer une pizza et la bouteille qui va avec. Oui, ça, c'est dans le cadre où il répartit l'addition entre plusieurs personnes. Exactement. On a même des partages en 3-4, donc un calcul très rapide. Il a la possibilité de laisser un pourboire aussi dématérialisé au serveur et ensuite il règle son addition via les moyens de paiement qu'il a mis dans l'application. D'accord, donc plusieurs actions très concrètes et on reviendra dans un instant peut-être sur le ROI de ces opérations et voir le gain tant pour les marchands que pour les consommateurs. Claire, vous aviez commencé à nous expliquer que face à la complexité effectivement de la V2 de 3DS, l'une des réponses ça avait été la pédagogie, hein, surtout pour expliquer aux consommateurs ce qu'il fallait faire, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur tous les canaux, que ce soit donc desktop, mobile, directement sur les FAQ ou sur la page paiement, etc., nous expliquions comment fonctionnait, mais avec juste un petit texte très simple, comment fonctionnait la DSP2 et à quoi devait s'attendre le client et surtout ce qu'il devait faire. Donc, on l'a fait, comme plusieurs marchands l'ont fait aussi, c'est ce qu'on expliquait avec toutes les parties prenantes s'y sont mis. Du coup, ça a fait globalement une pédagogie vis-à-vis des clients qui, en visitant tous les jours, se sont habitués à cette nouvelle méthode à double facteur d'authentification.
Et pour revenir un petit peu plus sur l'UX, côté Oscaro, voilà, ce qui nous semble absolument nécessaire, c'est d'avoir une UX simple, efficace, avec un look épuré. On a fait le choix aussi plus global aussi, concernant la rationalisation des moyens de paiement. Ça a été un choix stratégique, et ce qui est bénéfique également donc, sur le mobile, pour pas que le client se retrouve à scroller sur une page trop longue. Voilà. Alors, parmi les leviers de simplification, il y a aussi le recours à des wallets. Je pense par exemple à PayPal. C'est aussi un usage qui se développe bien sur oscaro.com. Oui, oui, tout à fait. Donc pareillement, c'est comme pour Hélène, ce qu'elle racontait avec les moyens de paiement. On a quand même une majorité avec la Lab, une majorité de paiements via carte bancaire. En second choix client, c'est le wallet, c'est PayPal. Et puis ensuite, il y a les offres fractionnées. Alors, on va en parler un petit peu après, les offres fractionnées. Oui. Mais l'intérêt d'un PayPal, c'est la simplicité pour l'utilisateur. Là, effectivement, il retrouve une solution en un clic, hein, c'est ça? Voilà, on a mis en place le one click, et puis les clients de PayPal, généralement, aiment cette marque, et donc la facilité, voilà, en un clic, ils font usage, ils font leur paiement, et tout se passe très bien. Les performances entre un paiement one-click PayPal et un paiement par carte bancaire avec plusieurs dizaines de chiffres à saisir, elles sont notables en termes de taux de conversion? Non, on ne voit pas trop de différence en termes de taux de conversion. Toujours pour la même raison, c'est que nos clients sont quand même habitués à ce paiement en ligne. Donc il n'y a quasiment pas d'écart. D'accord. En tout cas, le sujet du wallet, c'est un sujet, j'imagine, qui vous inspire, et à terme, il pourrait y avoir des travaux pour walletiser les clients, notamment dans l'application? C'est toujours dans notre roadmap, on fait de la veille. Après, on fait en fonction de nos priorités de projet, et puis également en fonction de nos clients. On n'a pas forcément que des clients digital natifs, donc on s'adapte, et donc c'est cette fameuse stratégie de proposer les moyens de paiement les plus adaptés en fonction de chaque pays. D'accord. Sarah, Claire parlait de pédagogie avec les clients, notamment pour les former à 3ds V2. C'est aussi un sujet important lorsqu'on fait du paiement sur facture opérateur, la pédagogie? Tout à fait. Alors, c'est un moyen de paiement qui est très intuitif, qui va très vite, comme on l'a dit. En quelques clics, le client peut s'abonner à des services dématérialisés. Alors, il y a une grande partie de conscience d'achat qu'on essaye de mettre en place. On suit des règles très particulières, à la fois sur les campagnes de publicité, donc depuis la publicité jusqu'à la première page du parcours, et même sur la deuxième page du parcours. On a sur la page de paiement opérateur, parce qu'à un moment, on arrive chez son opérateur pour valider un rappel du logo opérateur, un rappel des éléments fondamentaux de l'abonnement qu'on va prendre. Donc, il y a vraiment tout un parcours jusqu'à le post-achat, parce que même en post-achat, on a des éléments de rappel de cet abonnement. On a des SMS qui sont envoyés pour valider cet abonnement, plusieurs SMS juste après l'achat, et également de rappel par la suite pour confirmer qu'il y a cet achat qui tourne, et de manière à rassurer, mais aussi à rappeler au client qu'il est en effet abonné à quelque chose, malgré le fait que c'est très rapide. D'accord, et on rappelle, hein, votre business model, c'est de facturer en fait des gens dont vous aurez assuré la promotion du service, hein, c'est ça, c'est une solution tout en un pour certains éditeurs, et donc dès les phases en amont de promotion du service, vous pouvez commencer cette phase de pédagogie, d'accompagnement, hein. Exactement, et c'est un petit peu tout le business model de Wister. On n'est pas un moyen de paiement en fait qu'on vient apporter à des marques. Nous, on vient faire l'acquisition pour ces marques. Donc, on est vraiment un partenaire d'acquisition. On a des règles très strictes à suivre par rapport à cette acquisition, parce que c'est très rapide en effet et qu'il faut faire très attention et accompagner le client. Du coup, on est spécialisé vraiment dans la monétisation de l'audience mobile depuis la bannière, en effet, où on va accompagner, on va donner envie au client de rentrer dans la boutique. On va lui permettre d'y rentrer grâce à cette monétisation et ce paiement sur facture. Et ensuite, c'est la marque qui doit faire vivre ce client. Donc, on renvoie le client et l'abonné juste après le paiement. On peut donner 2-3 exemples de services qui ont recours à Wister dans le domaine de l'éducation, je crois? Alors, la formation, en effet,
la formation, on peut faire tout type de service honnêtement. On est beaucoup sur la vidéo à la demande, on pourrait être sur la presse, le jeu, ça pourrait, alors vraiment ça peut s'étendre à beaucoup de secteurs. On pourrait être sur l'édition, le montage de vidéos, de photos, tout ce qui est à l'abonnement en fait, puisqu'on est vraiment de plus en plus sur un modèle à l'abonnement et en micro-paiement sur du numérique. Donc globalement autour de 3 € par semaine, 10 € par mois, avec une récurrence sur l'achat. Donc presque, enfin énormément En tout cas, c'est des produits dématérialisés. On reviendra dans un instant sur l'abonnement. Je voudrais qu'on parle dans cet avant-dernier tour des évolutions dans l'univers du paiement. Aude, on a commencé donc à parler de simplification avec le paiement en point de vente, paiement en caisse. C'est quoi les grandes innovations, vous, que vous observez encore? On peut aller encore plus loin, un peu à l'image de ce que fait Amazon avec ces systèmes de passage en caisse transparents. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est des parcours, donc c'est des parcours effectivement lancés par Amazon ou même Carrefour qui a lancé 2 ou 3 points de vente dans cette logique où il n'y a plus du tout de caisse en fait, et qu'il y a tout un ensemble de caméras qui suit effectivement le consommateur lorsqu'il rentre. Nous, on pense qu'il y a tout de même un gain, du coup, il y a une nécessité de pouvoir toujours bénéficier de ces éléments de fidélité, simplifier le parcours de client via l'application mobile. Donc aujourd'hui, on a plus de quasiment 3 millions d'utilisateurs dans l'application Life à qui on propose effectivement ces nouveaux parcours d'achat, mais également d'autres éléments de contenu, d'autres bons plans, etc. Donc on a une communauté également qu'on incite à aller, que ce soit en grande surface, en restaurant, dans les établissements avec lesquels on travaille. Donc c'est aussi bien plus que du paiement. Exactement. Et en fait, on a justement cette communauté d'utilisateurs également à animer et à leur mettre à disposition du contenu qui les intéresse. Ouais. Dans la restauration, vous avez aussi innové sur des points auxquels on ne pense pas forcément, qui sont le paiement des pourboires. C'est un point important aussi pour pas mal de restaurants aujourd'hui, notamment pour donner un petit surplus de revenus à leurs collaborateurs. Ça a été très important dans tous les parcours de paiement à table, de paiement et commande à table, c'était très important de positionner cette étape de pourboire pour les serveurs. Déjà pour les accompagner, donc on a lancé la première solution de pourboire il y a plus d'1 an maintenant, donc au moment de la réouverture des établissements, des restaurants. Dans tous les parcours aujourd'hui, donc on propose cette étape de je laisse un pourboire. Ce qui est en plus très positif parce qu'aujourd'hui, lorsque le consommateur se retrouve devant cet écran où il a un pavé numérique pour saisir s'il veut laisser 1, 2 ou 3 € de pourboire, souvent il laisse un pourboire moyen qui est supérieur à juste quelques centimes posés sur la table. Donc ça déjà c'est un point très positif pour les serveurs. Et dans le sondage qu'on a fait, on a vu que plus de 40% des 16-24 ans étaient prêts à laisser un pourboire avec leur mobile. Donc on voit que c'est un usage qui se développe et qui se développe de plus en plus et qui va faciliter l'adoption de ces nouveaux parcours par les serveurs et les personnels en salle. D'accord. Claire, vous aviez commencé à nous parler aussi de nouvelles pratiques, notamment le paiement fractionné. C'est un sujet dont on parle depuis quelques années. Peut-être que vous pourrez expliquer un petit peu le concept, parce que ça s'apparente à une forme de crédit. Ça serait quoi la meilleure définition du paiement fractionné? Oui, qui est communément dans le milieu du paiement appelé le BNPL, qui Buy Now et Pay Later. C'est une forme de crédit à la consommation qui permet aux clients de régler en plusieurs fois ou en différé, en fait. Et c'est vrai que c'est un moyen de paiement qui a plutôt le vent en poupe depuis plusieurs années. Il y a des nouveaux acteurs de fintech qui sont arrivés récemment et ça marche très très bien au vu de la conjoncture actuelle. Voilà. Oui, il y a à la fois des startups, notamment en Europe, et on a vu aussi, je crois, Apple se prépositionner aussi sur ce sujet-là aux États-Unis. Donc ça fait partie vraiment des leviers qui permettent de faciliter la transformation, notamment pour des paiements sur des montants un petit peu élevés, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est sur des montants un peu plus élevés et qui permet aussi aux clients de rajouter des pièces. En gros, on le voit quotidiennement. Les paniers, les paniers sont plus élevés sur du BNPL ou du paiement fractionné, tout à fait. Quand il y a cette option, on dépense plus. D'accord. Oui. Après, c'est aussi donc on le disait, c'est quasiment du crédit. Est-ce que à terme, on peut anticiper que le régulateur, on va dire, contrôle un petit peu plus l'endettement des gens et qu'il y a un petit peu moins d'usage à ces technologies?
Oui, puis ça commence, le régulateur commence à regarder un petit peu tout ça, parce que le risque qui est pris, c'est évidemment le surendettement par l'accumulation ou la récurrence, la démultiplication de ces crédits pour un ménage. Donc c'est le Donc, risque majeur. Donc tout ça, on peut s'imaginer qu'à moyen terme, les choses bougent un petit peu, c'est vrai. d'accord. Après, Hélène, oui? excuse-moi, je t'ai coupé. Et juste sur le paiement fractionné, on est aussi dans un contexte d'inflation, ce qui veut dire que les prix peuvent augmenter d'une année sur l'autre d'un montant significatif. Proposer cette forme de crédit gratuit à des clients, ça peut être un risque pour les marchands? La question, elle est toujours pour moi? Oui. Oui. Est-ce que c'est un risque pour les marchands? Non, je ne pense pas. À partir du moment après, de toute façon, ça sera régulé. Si ça nécessite ensuite plus de fichage, ou il est recommandé par les parties prenantes de demander une ID ou différents documents, la simple chose, c'est que ça risque on risque en toute prise de perdre, voilà. Ouais. Et sur la question sur la question de l'inflation, là, le risque, il est plutôt côté marchand, c'est-à-dire définir des prix qui seraient en fait rapidement obsolètes parce que les prix s'envolent. Ces logiques de crédit, ça peut être un souci ou pas? Non, chez Oscaro, non, puisque nous, on fait partie d'un groupe où la majorité des pièces, nos fournisseurs sont partie du groupe. Donc on arrive tout à fait à gérer cette inflation. D'accord. Parmi les autres innovations, qu'est-ce qu'il faut aussi anticiper? Je vous ai coupé sur... Oui, parmi les autres innovations, je pense qu'il faut parler, c'est pareil, depuis 4 ans, on a quand même l'instant payment, donc le paiement instantané qui arrive, qui a encore des difficultés un peu en France, mais le concept, c'est d'effectuer un virement en quelques secondes, sans plafond. Alors après, ça sera certainement plafonné en fonction des banques, mais en tout cas, c'est un virement qui s'effectue très vite, de manière sécurisée, révocable, et ça permet aux clients d'acheter sur des plus gros montants. D'accord. Et aux commerçants d'encaisser aux commerçants d'encaisser immédiatement, c'est ça? Exactement. Alors qu'avant, il fallait attendre plusieurs jours peut-être pour encaisser le paiement du client. Nous regardons de très près. D'accord. Merci Sarah. Également, sur les tendances, on a commencé à en parler, notamment pour les biens dématérialisés, c'est la question des abonnements. Ça, c'est un gros sujet aujourd'hui. On le voit, il y a de plus en plus de Français qui ont recours à des abonnements pour des produits dématérialisés. On pense à la VOD, on pense à la musique. C'est aussi une grosse tendance. Et là, le paiement sur facture opérateur est la solution? Oui, c'est la solution. En tout cas, ça va vraiment dans ce sens depuis plusieurs mois, plusieurs années. Avant, on était plutôt sur de l'acte, en effet. On est en train de passer de plus en plus sur l'abonnement. Il y a énormément de sociétés qui travaillent là-dedans. Et le paiement sur facture opérateur facilite vraiment cette partie-là. Comme je le disais, on fait rentrer des gens dans la boutique et ensuite, c'est la marque qui va aller fidéliser, qui va faire vivre le client et lui donner envie de rester. Donc, c'est tout à fait adapté à des produits qui seraient sous forme d'abonnement. Et ça va vraiment sur tout type de biens. Ça peut aller jusqu'à la rencontre. Enfin, il y a vraiment tout qu'on peut imaginer à ce stade. Alors, ce qui est bien, c'est quand les paniers d'achat sont plus élevés, parce qu'avec un abonnement, forcément, ça fait un ARPU plus important et sur une plus longue période, ça peut autoriser, pour des boîtes comme Wister, des coûts d'acquisition beaucoup plus élevés. On rentre dans un cercle un peu vertueux, et ça vous donne plus de marge de manœuvre. Alors, on a des coûts d'acquisition qui sont parfois un petit peu plus élevés en 3G qu'en Wi-Fi. Il faut savoir le nicher. C'est un peu une partie du travail de Wister d'aller en effet récupérer cette partie, cette niche finalement de l'acquisition mobile. La plupart des personnes qui ne travaillent pas sur ce type de parcours vont acheter du trafic 3G parce que c'est dans le panier et finalement ne vont pas forcément très bien le rentabiliser, soit parce qu'ils savent pas du tout le gérer et donc ça sert à rien, soit parce qu'ils vont proposer en effet la carte bleue et que c'est plus difficile en mobilité de pouvoir passer sa carte bleue. Donc nous, on va être intéressant surtout par rapport à la transformation qui est derrière, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est une transformation qui est plus haute. Si, en effet, on va acheter finalement
ce trafic supplémentaire, en fait. On va venir rajouter à ceux qui ont déjà la carte bleue le trafic mobile qui aurait été peut-être moins enclin à acheter en sortant sa carte bleue. C'est vraiment rajouter à ça. Et donc, ça fait baisser au final les coûts d'acquisition parce que même s'ils sont plus élevés sur le papier, la transformation vient rééquilibrer tout ça et on est là encore également profitable par rapport à cette activité. Très bien, il est 10h, je vais vous demander à toutes les trois peut-être un mot de conclusion, voire un hashtag de conclusion en 160 caractères si vous pouvez. Aude, Life, on disait c'est du smart paiement. Votre réflexion en tout cas, c'est de faire disparaître tous les irritants et même rendre le paiement mobile, j'ai l'impression, encore plus finalement agréable que du paiement qu'on pouvait faire auparavant. Exactement. Et en fait, je pense qu'un des meilleures conclusions, c'est tout ce qu'on voit sur le secteur événementiel, du coup, qui a repris là depuis le début, depuis cette saison. En fait, on se rend compte qu'on était déjà très présent sur toute la partie, tout le secteur des festivals. Et donc aujourd'hui, à la fois les organisateurs d'événements et les festivaliers demandent du coup et sont à la recherche de ce genre de parcours. Donc c'est vraiment rentré dans les mœurs et dans leurs habitudes. Et c'est, je pense, la meilleure conclusion et la meilleure perspective pour du paiement mobile, du coup, en tout cas chez Life. D'accord, et si on veut en savoir plus, on va sur life.eu, life avec un Y. Il y a un jeu de mots, hein, c'est ça, non, Life Live your future, donc voilà, vivez votre futur avec un paiement avec l'application Life. Très bien, merci Aude Shapiro pour ce témoignage. Claire, ça serait quoi également le mot de conclusion pour Oscaro.com et l'ambition, ça serait de gérer peut-être à terme la majorité des transactions depuis un smartphone? Oui, c'est le mobile first, effectivement. Et puis, pour résumer, je dirais qu'il faut garder en tête que les 3 mots que je dirais, ça serait simplicité, efficacité et innovation. Voilà, en fonction de chaque pays. D'accord, en tout cas on peut du coup tester ces 3 promesses sur Oscaro.com où on le disait depuis l'application Oscaro.com qui est disponible depuis quelques mois sur les App Store. C'est une bonne idée de télécharger Oscaro.com avant de partir peut-être en vacances, sur la route des vacances, si jamais on a un problème, on peut comme ça acheter rapidement une pièce détachée pour son automobile. Merci beaucoup Claire. Sarah, le mot de la fin pour Wister, les conclusions, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Il faudrait retenir que la plupart des sociétés pourraient en tout cas s'intéresser au paiement sur facture pour rajouter en effet de la valeur d'achat, enfin en tout cas des clients. Le but c'est de ramener des abonnés, je le redis. Donc du coup, pouvoir récupérer ce canal mobile de manière très efficace, à nouveau, un parcours intuitif qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves, qui est là depuis très longtemps, comme on le disait tout à l'heure, qui est sécurisé comme n'importe quel autre moyen de paiement et qui est international en plus de ça, donc qu'on trouve en France mais également partout dans le monde. C'est aussi tout l'intérêt, c'est de pouvoir aller proposer son service un peu partout dans ce mode d'acquisition. Donc voilà. Donc rendez-vous sur wister.com, c'est ça ? FR, pardon, wister.fr pour en savoir plus. Je vais demander à Johan de nous rejoindre. Johan, tu nous as écoutés ? Bien sûr, bonjour. Je prends par surprise. C'était intéressant cet échange. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'était très bien. Ça montre bien tous les use cases du paiement mobile. Moi, je suis fervent addict du paiement mobile en proximité, mais ça montre bien qu'il y a d'autres use cases et que le paiement aussi in-app progresse. J'en parlerai un petit peu aussi après. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Aude, Claire et Sarah pour ces témoignages. Et on va enchaîner effectivement avec une présentation de Johan sur les tendances du paiement mobile. Merci Aude, merci Sarah, merci Claire. Johan, les tendances du paiement mobile. On démarre tout de suite. Oui, on peut démarrer. Est-ce que ces slides sont à leur place ? J'ai un doute. Ils sont à leur place. Oui, okay. Tout à fait. Je vous refais un petit panorama des usages du paiement mobile. On les a décomposés en 4. On en a parlé depuis ce matin un peu de toutes. Le paiement de proximité, donc payer avec son téléphone ou une montre, comme toi Jérôme, en NFC ou en QR code, en magasin ou sur un automate. Donc ça, c'est le paiement de proximité. On le met en parallèle avec le paiement e-commerce sur browser. Donc là, c'est payer avec son téléphone sur un browser, mais pas d'application. On en a parlé
maintenant une authentification forte au-dessus de 50 €, le fameux 3DS V2. Nous avons le commerce in-app, on en a parlé aussi. Donc là, c'est dans l'application que l'on paye, Apple Pay, Google Pay par exemple, où on paye directement par l'application de paiement sur l'application et avec l'application de paiement que l'on a. Et un use case assez important qui s'est pas mal développé, c'est le paiement de personne à personne. Donc, on s'envoie de l'argent de numéro au téléphone vers numéro de téléphone et c'est un virement instantané de compte à compte. Et ça c'est un use case qui existe depuis quelques années, mais qui a pris beaucoup d'importance depuis 2-3 ans. Et notre grand champion national, Paylib, propose cette solution, c'est le Paylib paiement entre amis. Donc voilà, ça c'était les principaux use cases. Je vous ai fait après une petite slide sur les acteurs du paiement mobile en France, avec les différents partenaires, acteurs, membres, les banques et aussi partenaires qui font du ticket restaurant comme Up. Donc on a une grande partie des membres des banques qui, presque toutes qui proposent Apple Pay. Ça a été les premiers à faire du paiement mobile en France. Après, on a Google Pay qui ça fait 2-3 ans que c'est en France. Nous avons donc Samsung Pay aussi, qui est le troisième. Et tout ce qui est en bleu clair, c'est on a appelé ça paiement Banque Pay HCE, c'est toutes les banques qui proposent du paiement mobile avec la marque Paylib. Et je vous verrai s'il y a un petit logo CB dans le cas où ces banques proposent les doubles marques Visa, Mastercard ou carte bancaire. Alors moi, je suis utilisateur quotidien du paiement mobile. J'utilise mon mobile pour payer à chaque fois. J'ai utilisé les 3 solutions. Je vais parler un peu de mon expérience personnelle. J'ai utilisé Apple Pay, après j'ai utilisé Google Pay, j'ai un Samsung, donc j'ai pu utiliser aussi Samsung Pay. Les interfaces, le parcours client est vraiment simplifié au maximum. C'est Apple qui a un peu vraiment mis la norme. Donc voilà, il faut déverrouiller son téléphone et juste poser le téléphone sur le TPE et ça marche. Et voilà, les autres solutions ont un peu copié ce use case, mais ce parcours d'achat qui est vraiment très très fluide et qui fait encore un peu ouvrir des yeux. Qui devient... Oui, alors bon, ça commence à se démocratiser. Hein. Non, alors ça, on les a peut-être déjà vus. On parle peut-être des tendances, du coup, Johan, aujourd'hui en matière de paiement. La première tendance, ça serait le PIN online. C'est quoi exactement le PIN online? Alors, le PIN online, c'est donc un nouveau moyen de vérification du paiement. Ça permet de faire du paiement sans contact, sans saisie ou avec saisie du code confidentiel sur le TPE. Donc, en dessous de 50 €, c'est une transaction, ça peut être une transaction classique sans contact, sans PIN, mais on peut faire donc des transactions au-delà de 30 € et donc sans limitation du montant, en tapant le PIN en tapant son PIN sur le terminal, mais sans introduire la carte. Donc, c'est pour objectif de faire du paiement au-dessus de 50 € sur tous les systèmes d'exploitation, donc de payer avec des objets autonomes et des montres, comme toi, Jérôme, et donc de réduire les replis contacts. C'est toujours mieux en période de crise sanitaire, toujours. Une expérience client beaucoup plus fluide et surtout pour harmoniser ces modes de paiement parce qu'à l'étranger, ce PIN online existe depuis assez longtemps. D'accord. Et donc faire du sans contact au-delà de cette barrière des 50 € et d'élargir encore plus l'usage. Donc ça, c'est la première des tendances du marché. Deuxième tendance, la carte qui reste. La carte, voilà, on repart toujours de la carte. On rappelle que Johan travaille pour le groupement carte bancaire. Donc voilà, je suis un grand fervent défenseur de cette technologie qui reste donc plébiscitée par les Français. Hein. C'est vrai que tout à fait, c'est encore le moyen de paiement préféré des Français. Et on voit que il y a eu une petite chute en 2020 suite à la
crise sanitaire, mais ça augmente assez fortement depuis dizaine d'années, vingtaine d'années même. Et voilà, on voit que ça se passe un peu au détriment du chèque et qui diminue d'année en année en valeur et en montant. Et on voit la petite ligne tout au bout, tout en bas, c'est donc ce qu'on appelle les monnaies électroniques. Donc c'est les monnaies qui sont ou stockées sur un wallet ou dans des cartes prépayées. Donc oui, c'est encore une petite ligne sur les charts. Troisième tendance, on en a pas mal parlé déjà, le BNPL, Buy Now, Pay Later. Grosse tendance en ce moment. Grosse tendance, beaucoup d'entreprises le préparent. Nous, on le faisait déjà depuis longtemps. Le paiement CB en 3 fois ou 4 fois sans frais existe depuis longtemps. Voilà, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Donc, on peut le décomposer en 3 grands types de produits. Donc, le paiement ou 3 ou 4 fois sans frais. C'est pas un crédit à la consommation. Il n'y a pas de crédit derrière. Attention, hein, Claire nous disait que ça allait peut-être que le régulateur commençait à s'intéresser quand même hein, pour éviter le surendettement. Oui, ça risque peut-être de bouger, mais pour l'instant, non. Donc, ça représente encore. Ça représente maintenant un marché de 6 milliards d'euros en 2021 et on a des taux d'acceptation très très élevés. Ça, c'est la première. Et ça a augmenté les paniers d'achat, si j'ai bien compris. Donc c'est une option à proposer maintenant, effectivement, à tout le monde. Ok. Le paiement différé, Claire en a parlé un petit peu. Donc c'est aussi la même chose, mais là on diffère son paiement entre 15 jours et 1 mois. Donc les volumes sont un peu plus modestes, 100 millions d'euros. Et donc, le dernier modèle, c'est le paiement en plus de 4 fois. Donc là, il est réglementé par la loi Lagarde. C'est là un crédit à la consommation. Donc, il y a évidemment une demande de justificatif et de contrôle de solvabilité du client en avance de phase. Et on a des taux qui varient entre 1,5 et 4%. Oui, mais on peut redouter qu'ils augmentent aussi un petit peu pour compenser l'inflation qui est repartie à la hausse ces derniers mois. Tendance numéro 4, les wallets. On a commencé aussi à en parler. C'est aussi une des grosses tendances. Hein. On en a parlé un peu. C'est un peu une grosse aussi. Enfin, ça existe aussi depuis longtemps, mais voilà, il y a des acteurs en France. Bon, le plus connu en France, PayPal, qui représente quand même toujours encore 10% du e-commerce français, c'est des transactions en PayPal, donc ça, c'est vraiment un gros poids. Et les acteurs Apple et Google se sont aussi lancés dedans. Samsung aussi vient de changer sa nomination d'ailleurs, c'était Samsung Pay est devenu Samsung Wallet. Donc, et je crois que Google a fait l'aller-retour, il me semble. Google, ils étaient Wallet, ils sont devenus Pay, ils sont redevenus Wallet. Alors, voilà, Google, au niveau des nominations sur le paiement, ils se cherchent encore. Voilà, il y a eu pas mal de changements au niveau du Wallet. Donc, effectivement, ça et puis, il y a des Européens, on peut citer Feedme, Stockard, qui sont membres d'ailleurs de l'association. Tout à fait. Et puis, Fidol. Voilà, et puis, on a parlé de Life, mais Life était aussi un wallet. Puis Life. Tout à fait, Life qui devient un wallet. Donc voilà, évidemment, en stockant les données de la carte bancaire sur le smartphone, on fluidifie considérablement l'étape du paiement. Avant-dernière tendance, les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, c'est un sujet compliqué, hein, et puis il y a eu ces derniers mois clairement une baisse extrêmement forte, mais on avait repéré des startups qui se lançaient avec comme ambition de gérer des paiements en point de vente avec ces crypto-monnaies. Hein, pour des gens qui auraient des wallets de crypto-monnaies, du coup, on va commencer à pouvoir éventuellement les dépenser dans des magasins traditionnels. Oui, c'est encore vraiment une tendance ça vient de commencer, ça commence. Il y a une expérimentation à Beaugrenelle où on peut payer dans certains magasins dans le 15e arrondissement à Paris, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le centre commercial Beaugrenelle. Ces associations acceptent aussi les paiements en crypto, comme l'UNICEF ou la Croix-Rouge. D'accord, mais du coup, ça fait peser un risque sur les devises, hein, parce qu'on a vu avec le décrochage du Bitcoin qui a perdu la moitié de sa valeur, même je crois plus que ça, 60% de sa valeur en quelques semaines. C'est un risque financier considérable pour le commerçant. Hein. Bon, oui, après, voilà, c'est la fluctuation des crypto-monnaies sont assez fortes en ce moment, mais moi, ça a toujours fait ces courbes-là. Ça monte, ça baisse. Ça descend, mais j'ai grande confiance que ça remonte.
D'accord. Dernière grosse tendance, on n'a pas encore beaucoup parlé, mais c'est les soft POS, donc c'est la dématérialisation des terminaux de paiement dans le smartphone, c'est ça? Tout à fait. Alors voilà, c'est des nouveaux moyens d'acceptation. Vous n'avez plus besoin de TPE. Votre smartphone peut faire office. Donc, vous téléchargez une application sur votre TPE. Et donc, tout ça est sécurisé. Hein, elle sera ou disponible sur un store ou envoyée à la demande aux commerçants. Il y a un processus d'authentification réciproque. Et donc, il est donc possible d'accepter sur son mobile des transactions en dessous de 50 € avec une carte ou un mobile, ou au-dessus de 100 €. Et là, il faut taper le code PIN sur le device du commerçant. Donc, il y a déjà plusieurs pilotes qui sont lancés en France avec différentes banques. Et c'est donc un mouvement de fonds assez important. Et on y croit assez chez Carte Bancaire. Et donc, on pousse commerçants et les industriels à utiliser cette nouvelle technologie. Et donc, voilà, on accompagne les pilotes depuis le début de l'année. Et puis un secteur très très dynamique, on a à la fois des startups, à la fois des grands noms du numérique, et puis une fois de plus encore Apple, hein, qui est là aussi et qui présente ses solutions aux États-Unis. Tap to Pay, je crois que ça s'appelle aux États-Unis, mais c'est pas encore disponible chez nous. Merci Johan. Merci Johan pour ces tendances. Il va être temps de se quitter. Je vois 10h16. On rappelle que vous pouvez contacter la Mobile Marketing Association par mail, sur les réseaux sociaux. Vous nous avez peut-être suivis ce matin sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Et on va remercier tout le monde. Hein. Merci évidemment Johan. Merci Catherine pour l'organisation. Merci Aude, Sarah, Claire, que je fais réapparaître. Et puis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes vacances. On se retrouve, j'imagine, dès le mois de septembre pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.